Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'était une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Près de 130 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, c'est Elena Zaïchik que je vous propose de découvrir un peu mieux. Elena se présente comme sculpteur plasticien, mais vous la connaissez peut-être déjà pour son travail autour de la laine gardée ou des maisons miniatures. Elle nous parle de sa philosophie de vie, de son cheminement créatif entre la Russie et la France et de son activité aujourd'hui. Vous l'entendrez, elle feutre justement de la laine pendant notre enregistrement et j'ai trouvé ça très chouette d'être comme une petite souris dans son atelier, à l'observer pendant son travail. Elle a beaucoup de recul sur plein de sujets et j'ai trouvé cet échange très intéressant. Je me suis totalement laissée emmener par les réflexions d'Elena et j'espère que vous apprécierez cette conversation autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Elena, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Oui, pour les 2-3 hommes du fond. C'est ça, exactement. Je vais parler au féminin alors, si ça n'offense personne. Voilà, ne vous froissez pas s'il y a plus que 2-3 hommes, mais en fait, vous ne vous manifestez pas beaucoup. Alors, je ne sais pas combien il y a d'hommes exactement qui écoutent. Elena, aujourd'hui, alors déjà, je suis ravie qu'on fasse cet épisode ensemble parce qu'effectivement, on a planifié la date déjà il y a un long moment parce que tu as un agenda très chargé et en plus, aujourd'hui, tu es en train de travailler pendant qu'on enregistre. Donc, c'est la première fois et je trouve ça très chouette. Alors, j'espère que mes aiguilles ne feront pas trop de bruit, mais c'est vrai qu'on a dû anticiper et puis malheureusement, mon agenda est toujours un peu imprévisible. Donc, Ouais. c'est vrai que aujourd'hui, j'ai quelque chose à finir avant ce soir, mais je suis ravie justement de pouvoir partager le quotidien des artistes et des artisans qui ont des agendas, on va dire, complètement élastiques. Oui, C'est-à-dire que et là, les week-ends, la soirée, les vacances, les ponts de mai, tout ça, ça n'existe pas vraiment pour moi. ouais, effectivement. Donc, on enregistre, on est mi-mai, on diffusera dans quelques semaines, mais le rythme est un peu effréné, j'ai l'impression. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer le petit bruit, le minuscule bruit qu'on va sans doute entendre à l'enregistrement? Voilà. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui connaissent mon compte Elena Zaïchik, vous savez peut-être que je suis passionnée du travail de la laine cardée et que je la travaille principalement avec des aiguilles. Donc là, je suis en train de faire une très grande sculpture en laine cardée qui fait à peu près 1 mètre d'envergure. Et donc vous entendez mes aiguilles qui passent à travers la laine et qui font ce petit bruit que moi je trouve très ASMR et qui me relaxe énormément. Même si c'est du travail, c'est toujours des périodes de lâcher prise que j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu méditatif aussi dans le geste, quelque part. En fait, complètement méditatif. Moi, j'ai vraiment, avant, je travaillais la céramique et le bronze, et c'est des matériaux froids, humides. Et depuis que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la laine, pour sa douceur et le côté très enveloppant en fait du travail de cette matière. Ouais. Alors, ça ne s'entend pas au podcast, mais voilà, c'est extrêmement relaxant en fait. Alors c'est toujours stressant parce que j'ai jamais le temps qu'il faut pour faire comme je voudrais, mais voilà, c'est une technique qui permet énormément de s'évader en fait et de réfléchir à autre chose. Ok. Donc, en général, quand je sais que j'ai des grandes plages de feutrage à la main, je me fais aussi un programme de podcast. Parce que justement, j'allais te demander, du coup, il y a ce côté méditatif où tu es un peu dans ta bulle, mais tu peux quand même écouter autre chose. Oui, en fait, je fais toujours les deux. Je me mets des podcasts. Alors en ce moment, j'écoute beaucoup de choses sur Guy Debord et Roland Barthes. Donc voilà, je rattrape des trucs que j'ai jamais écoutés en philo. Je fais vraiment des trucs que je sais que je ferai jamais autrement que quand je suis enchaînée par mon travail manuel. D'accord. Bon, très Voilà. bien.
Alors, on est rentré dans le vif du sujet de la laine cardée, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Elena, mon pseudo sur Instagram c'est Elena Zajcik, qui vient du temps où je vivais en Russie et où Zajcik c'est un mot russe qui veut dire mon petit lapin, qui est le nom que les nounous donnent aux enfants petits. Et D'accord. voilà. Nous, la vie en Russie, évidemment, c'était à une autre époque. C'était des moments de la petite enfance de mes filles. Et donc, je garde une vraie nostalgie de cette espèce de bulle de bonheur. Et vous imaginez bien comme la situation actuelle est compliquée pour moi à vivre, parce que j'ai beaucoup d'amis encore là-bas. Et en Russie et en Ukraine. Donc voilà, c'était une époque où je suis plongée vraiment à corps perdu dans une autre culture, puisqu'on est parti vivre là-bas en expat un peu sur un coup de tête. Moi, je parlais pas un mot, je connaissais pas du tout la culture, et voilà, ça a été, on y a passé plus de 3 ans, et ça a été une acculturation au point que ma dernière fille est née et j'ai accouché en russe. Donc voilà, ça a été une plongée, mais comme tout ce que je fais, c'est-à-dire je fais jamais rien à moitié. Maintenant, j'ai appris la langue, etc. Voilà, ça fait partie de ma façon de me renouveler régulièrement, en tout cas au fil de ma vie perso et professionnelle. Sachant que je fais très peu de différence entre le perso et le pro dans ma vie, c'est un choix. J'ai longtemps été salariée d'entreprises très traditionnelles, et la partition entre la vie personnelle, domestique et la vie salariée en entreprise, ça a été quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de mal à vivre et que j'ai souhaité questionner, remettre en question. D'accord. Alors, je ne sais pas si ma présentation du coup est complète. Non. Je suis donc j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai fait une école de commerce et après HEC, j'ai fait l'école du Louvre, donc une école d'histoire de l'art. Ça, c'est quelque chose qui m'a tenue à cœur très tôt. Parce que après des premiers stages en banque, etc., je me suis vraiment dit la vie professionnelle, ça va être long. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Et il était hors de question pour moi de serrer les dents 8 heures par jour au bureau pour ne vivre que le soir et le week-end. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et du coup, j'ai fait l'école du Louvre, donc le premier cycle de l'école du Louvre qui consiste à 3 ans d'histoire de l'art intensive. Et après, mes premiers postes, du coup, ont été dans la culture. Donc, j'ai travaillé au musée du Louvre, j'ai travaillé au musée Guimet, j'ai travaillé au musée de l'air et de l'espace au Bourget, et j'ai travaillé à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et puis, c'est après qu'on est parti en expatriation. Pendant toutes ces 10 années de vie professionnelle, un peu plus tradie que ce que je fais aujourd'hui quand même, j'ai pas touché quelque chose de créatif. C'est-à-dire que j'ai dû prendre 3 cours de poterie à un moment. Mais sinon, d'abord, les filles venaient de naître, et en France, quand on a des nourrissons, en fait, on n'a pas du tout de temps pour soi si on n'a pas des moyens financiers faramineux entre le travail et le moment où on va récupérer les enfants chez la nounou. Et donc, du coup, c'était vraiment no life. Alors après, moi, la maternité, c'est un rôle que j'adore, et donc ça allait bien, mais c'est vrai que j'ai eu aucun temps créatif. Et c'est vraiment l'expatriation qui m'a permis de libérer ce temps en ayant du soutien à la maison pour s'occuper des enfants avec des femmes formidables dont je suis tellement reconnaissante de l'aide et de la liberté qu'elles m'ont apporté, sans que ça soit au détriment des enfants, parce que c'était des gens hyper investis aussi et avec qui on est toujours en contact et qu'on adore. Mais moi, ça m'a permis de me faire des agendas de ministre, à savoir que quand on était à Moscou, je savais qu'on ne serait pas expatrié très longtemps parce que c'était pas notre objectif. Et du coup, je me suis fait un agenda de fou, c'est-à-dire que je peignais, je faisais du cartonnage, je faisais de la couture, je faisais du tour en céramique, je faisais du modelage en céramique, je faisais de la sculpture en bronze, entre autres. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était plus qu'un temps plein. Et je peignais, ouais, voilà. Je suis allée peindre aussi. En fait, j'avais envie de tout découvrir. Je savais que j'avais des aptitudes manuelles depuis l'enfance. Je savais que j'aimais ça, mais j'avais vraiment mis comme un espèce de
de couvercle dessus. Et en fait, ma vie, elle a changé un jour où j'ai déjeuné avec un collègue de bureau que j'avais pas vu depuis longtemps. J'avais 30 ans, ou 33, 34 ans. Et j'ai dit à cette personne, mais moi, tu sais, à l'époque, je dirigeais un gros service à la BNF. Et je lui dis, mais moi, tu sais, tout ça, bon, c'est temporaire. Moi, ce que je veux, c'est être potière. Et je tenais vraiment à ce mot de potière. Et c'est hyper bizarre la mémoire parce que j'ai oublié le visage de ce collègue. Donc, je ne sais pas qui je dois remercier, mais je sais que c'était un collègue homme. Et il m'a dit, tu sais, c'est marrant, il y a 10 ans, tu me l'as déjà dit. Et ça a été un électrochoc, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que quelques jours après, mon mari, qui avait fait, comme dans ma génération, quand on était bon élève, on apprenait le russe à l'école, etc. Il est rentré, il m'a dit, on m'a encore proposé un poste à Moscou. J'ai dit non. Je lui ai dit, attends, je suis allée sur Google. J'ai vraiment fait ça. C'est-à-dire, je suis allée sur Google. J'ai tapé céramique Moscou. J'ai vu qu'il y avait la fabrique de gel à 50 km de Moscou. J'ai vu qu'il y avait des trucs, quoi. Et qu'en gros, il savait émailler, il savait faire de la poterie, voilà. Et j'ai fait, écoute, si financièrement ça passe et qu'on peut partir avec les enfants, on y va. Et on est parti quelques mois après. Vraiment complètement à l'arrache, sans savoir où j'allais. Moi, j'ai posé ma démission. Et voilà. Et ça s'est enchaîné après très vite. Et j'ai plus jamais remis les pieds dans un bureau. Voilà. Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être née plusieurs fois. Ah Voilà. ouais, c'est marrant. C'est vraiment l'impression d'une renaissance à 30 et quelques années. Et mine de rien, ça fait 10 ans que ça dure. Après, c'est professionnel vraiment depuis 2 ans et demi. À savoir que ceux qui me connaissent sur Zaitchik, moi, Zaitchik, je veux que ça reste un compte plaisir. C'est-à-dire que je suis très consciente des enjeux de méta, de l'algorithme, etc. Mais il est hors de question, de même que j'ai refusé que le salariat devienne mon modèle de vie, il est hors de question que l'algorithme me dicte quoi que ce soit. Donc, c'est hors de question que tous les soirs, je me couche en me disant, oh mince, j'ai pas publié, qu'est-ce que je vais poster demain? Enfin, ça, c'est horrible. En plus, ça m'amènerait à mentir. Et je pense que les gens qui me suivent, même s'ils sont pas hyper nombreux, ils aiment la spontanéité et l'authenticité de ce que je partage. Donc voilà, ça reste 99% du plaisir. Voilà. Et mes activités professionnelles, du coup, sont sur mon compte de sculpteur. Et là, je suis sculpteur depuis 2 ans et demi, donc depuis professionnel depuis après le Covid. D'accord. Et je osais me lancer en tant que artiste professionnel en France. Parce qu'autant en Russie, j'avais aucun problème à dire que j'étais artiste. Autant en France, on a quand même tous les codes. Oui, t'as pas les diplômes, t'as fait quelle école, tu connais qui, t'as pas le bon réseau, etc. Donc, il y a énormément de barrières qui vont vous empêcher de vous lancer en France, je trouve, et vous empêcher d'oser. En plus, on vous dit, t'as 40 ans, laisse tomber, c'est foutu pour avoir une carrière en tant qu'artiste. Soit il faut avoir 20 ans, soit il faut avoir 80 ans, mais entre les deux, il n'y a pas d'opportunité. Ah ouais? Et je crois que je suis grée à la laine aussi pour ça. C'est le fait de travailler la laine qui m'a libérée dans ma tête. Parce que je savais que je faisais un truc que personne d'autre faisait et qu'il y aurait au moins cette curiosité. Ouais. Par rapport à la bronze ou à la bronze. Par rapport au bronze, en plus, je faisais des sculptures animalières. Donc voilà, je suis pas la première à faire des sculptures animalières. Je vous dis, j'ai fait l'école du Louvre. Michel-Ange, il a déjà fait mieux que tout le monde. Et j'étais pas sûre d'avoir quelque chose à dire en plus de tout ce que j'aime et admire déjà. Mais en laine, j'ai retrouvé l'absence de règles et la liberté totale qui est, moi, mon driver en permanence, en fait. Ouais. Et alors, du coup, c'est rigolo d'associer sculpteur et la laine. Donc, j'ai sous les yeux le gros poisson sur lequel je travaille, qui sera bientôt sur mon compte Insta de sculpteur, oui. Et donc, je vois bien que c'est de la sculpture. Mais au départ, quand tu vois, si tu me dis je fais de la sculpture en laine, je fais quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà, exactement. Et en vrai, moi, quand j'étais enfant, j'ai eu la chance, quand ma mère allait faire les courses, elle nous posait à un centre de loisirs. Et pour te dire à quel point je suis reconnaissante à la dame qui m'accueillait à l'époque, j'ai essayé de la rechercher en rappelant le centre de loisirs 20 ans après. Malheureusement, ils avaient perdu sa trace. Mais il y avait une dame qui avait un four et elle nous faisait faire de la poterie. Et je crois que ça fait partie des moments de mon enfance les plus heureux.
Donc, j'étais persuadée vraiment que la terre, c'était mon élément. Ouais. Moi, pourtant, je suis pas mystique ni rien, mais je sens parfois une connexion avec certaines matières. Et donc, la terre, pendant les 30 premières années de ma vie, pour moi, c'était mon élément, l'argile. Et d'un coup, ça a changé quand j'ai découvert la laine. Et ça, c'est hyper mystérieux. J'ai pas du tout fini de comprendre pourquoi aujourd'hui je travaille la laine. Et alors, comment tu l'as découverte, la laine? Alors, la laine, je l'ai découvert en Russie, mais je l'ai pas travaillé vraiment en Russie. C'est-à-dire que dans le métro, à Moscou, il y avait des grands-mères. Comme aujourd'hui, on peut voir des gens qui font du crochet. Enfin, c'est rare en France, mais comme le crochet ou le tricot, en fait, il y avait ces dames qui piquaient dans des petites boules de laine. Et ça m'a vachement intriguée. J'ai regardé ce qu'elles faisaient. Et j'ai vu qu'en fait, elles faisaient des petites effigies, des petites mascottes, etc., en laine cardée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai su qu'on allait rentrer, j'ai acheté un kit de loisirs créatifs pour mes enfants. Et je l'ai mis dans les cartons. Et je l'ai ouvert pendant le confinement. Tu l'as acheté en Russie? Je l'ai acheté en Russie. Toutes les explications étaient en cyrillique. Et je crois qu'en fait, c'était le meilleur service que j'ai pu me rendre. C'est-à-dire que comme je comprenais pas grand-chose à ce qu'il fallait faire, j'ai inventé ma façon de travailler. Ouais. Je suis quand même allée prendre 1 heure de cours chez Aumerveille en Picardie. J'ai fait un premier écureuil. De temps en temps, je le monte sur Insta. Et c'était immonde. Mais je me suis dit, il y a un truc à faire. Et c'est surtout que c'est arrivé dans mes mains à un moment où en céramique, j'étais bloquée. Parce que pendant le Covid, j'avais pas accès au four et j'avais envie énormément de travailler la couleur. Or, en émail, c'est la couleur, c'est le four qui décide en gros. Et puis, il faut être un super chimiste, il faut s'y connaître énormément. Et ça, c'était pas un truc qui m'attirait du tout. Ce côté laisser le four faire, j'avais vraiment envie de couleur et je savais pas trop comment l'aborder avec l'argile, encore moins avec le bronze. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, la laine, je fais ce que je veux, j'ai toutes les couleurs du monde dans les mains. Et c'est pas lourd, et ça se casse pas. Et si les filles me coupent toutes les 5 minutes par un maman ceci, maman cela, en fait, c'est pas un problème, parce que j'ai pas de problème de temps de séchage, etc. En fait, je me suis dit, mais... Alors après, j'ai découvert qu'il y a énormément d'artistes femmes dans les arts textiles, mais parce qu'en fait, on fait toutes le même cheminement. On a toutes besoin d'avoir quelque chose qu'on peut laisser et reprendre. Et voilà. Du coup, la laine cochait rationnellement aussi, au-delà de l'aspect affectif et de l'aspect un peu physiologique, on va dire. Elle cochait aussi plein de cases sur mon organisation de vie et mes contraintes. Génial. Est-ce que là, j'ai bien complété ma présentation? Ouais. C'est pas mal du tout. Là, c'est complet. Ouais. Et là, ton poisson, donc que je pense que tu l'auras montré quand on diffusera l'épisode. Il y a une structure en dessous la laine qui permet de lui donner... alors tu vois, comme je racontais mon histoire à Moscou où je me suis formée, c'est-à-dire que je suis allée travailler chez plein d'artistes et plein d'artisans, parce que là-bas, il suffisait de téléphoner et on pouvait venir le lendemain. C'est pas du tout le cas en France, mais là-bas c'était extrêmement fluide. Et du coup, moi, quand je suis arrivée en France, j'étais un peu nunuche, quoi. Je pensais que ça marchait pareil. Alors que je voyais le travail de quelqu'un sur Insta que je trouvais génial. Je disais, ouais, j'adore. Est-ce que je peux venir? Voilà. Et en fait, j'ai découvert le travail d'une vannière qui s'appelle Marie Drouet, qui est installée en Île-de-France. Et je suis allée la voir pour apprendre à faire de la vannerie d'osier. J'avais déjà fait de la vannerie rotin. Mais le rotin, c'est une liane qui pousse en Asie, qui est blanchie souvent avec des produits chimiques, hyper toxiques, etc. Et puis, c'est très fin. C'est pas du tout robuste comme l'osier. Donc, il y avait plein de choses dans le rotin qui m'attiraient moins. Mais j'ai fait quelques publications sur Marie-Claire Idé, par exemple, de choses en rotin. Et donc, j'avais la volonté d'apprendre la vannerie d'osier. Et je suis allée faire cette structure chez Marie Drouet, sachant que vraiment le tissage, c'est pas un truc qui est pour moi, c'est trop carré, trop cartésien. Moi, je suis vraiment quelqu'un du modelage. Donc, à l'avenir, si je fais d'autres structures comme ça, je demanderai à Marie de me les faire. Mais voilà, j'adore aller découvrir d'autres métiers, d'autres artisanats et comprendre comment ça marche, comprendre ce que je peux demander à la matière, tu vois. Oups là, pardon. Je viens de donner
un coup d'osier sur la tête de mon. Voilà. Et ça fait partie des choses qui me grisent, et aussi faire vivre d'autres artisans à terme. C'est-à-dire que si j'arrive à vendre des œuvres, voilà, j'adore les collabs en fait. C'est quelque chose qui me semble tellement nécessaire dans notre monde. Et là, aujourd'hui, je suis dans un collectif artistique où la collab est encouragée. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui manque à la France et qui est super nécessaire, quoi, pour s'enrichir les uns les autres et pour pas tourner en rond dans notre façon de travailler et dans notre matière. En plus, la laine, par définition, c'est une matière qui grimpe sur d'autres choses. Parce qu'elle est molle, elle n'a pas de colonne vertébrale. Et du coup, ça m'amène. En fait, je pense que c'est ça aussi. C'est que ça m'ouvre aux autres, cette matière. Parce qu'elle n'est pas autonome. Donc, j'ai plein d'idées, plein de choses à explorer encore autour de cette matière. Donc, je suis sûre que je vais faire un bout de chemin avec, quoi. Même si je ne vais pas m'y enfermer non plus, et je n'ai pas de conviction sur le fait que c'est la laine et rien d'autre. Oui. L'expérience t'a montré qu'au départ, tu penses que c'était la terre et rien d'autre, l'argile et rien d'autre. Voilà. Ce que je sais, c'est que le feutrage à l'eau, par exemple, et avoir les mains dans l'eau comme quand tu fais de la céramique, pour le coup, c'est pas trop mon truc. Je suis pas une grande fan de patauger dans la flotte tout le temps, quoi. Voilà. Et je vieillis, donc je fais aussi attention à mes envies, on va dire. Tu t'écoutes de plus en plus. J'essaye de pas m'imposer des choses, ouais. Que je pense obligatoires. Je les questionne vraiment. Ouais. Et alors ce geste, du coup, la conversation est forcément encore plus décousue que d'habitude. Là, j'allais te demander le geste que tu fais, donc qui est avec, donc tu piques avec ton petit, comment ça s'appelle ce petit truc Ça n'a pas de nom parce qu'en fait, il y a très peu de vocabulaire en français pour décrire ce que je fais puisqu'il y a très peu de pratiquants. Mais c'est des aiguilles à feutrer que après je monte sur différentes poignées. Donc là, c'est un stylo, mais il y a des poignées en bois, il y a plein de choses qui existent. Et puis il y a plein de choses qu'on peut bricoler aussi parce qu'en fait, on fait ses propres outils assez vite. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif, c'est d'avoir mes propres outils pour les adapter à ma physiologie, à mes envies, à la façon que j'ai de les utiliser, etc. D'accord. Et donc là, ma question était, c'est du coup basique. C'était, t'as pas mal à l'épaule à force de piquer dans ta laine? Je fais super attention. Ouais. Je vais chez le kiné souvent. Ouais. Et je fais extrêmement attention à ma posture. Ouais. Je sais par exemple qu'il faut que j'ai l'épaule relâchée, le coude appuyé ou l'avant-bras appuyé, le poignet très souple. Je fais super gaffe. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de feutrières à l'aiguille qui ont des bobos et donc je veux durer, donc je prends soin de moi. Mais comme en fait tous les artisans, dès que tu commences à travailler de tes mains, tu te rends compte qu'il y a énormément de gestes répétitifs. Ouais. Par exemple, j'ai fait en Russie, j'ai aussi fait de la linogravure. Eh bien, tu demanderas à Rose de Biboun comment elle fait parce que moi, je fais de la linogravure 5 minutes, j'ai plus de sensation dans les doigts. Alors, j'ai les doigts morts tellement ça me coupe les nerfs, etc. Donc voilà, chaque artisan a besoin quand ça devient professionnel, il faut se protéger, il faut inventer une manière de travailler qui nous convienne. Et puis quand le corps dit stop, il faut l'écouter. C'est-à-dire que, à part aujourd'hui où je suis en mode Stakhanov, normalement, je feutre jamais plusieurs heures d'affilée. J'essaye de varier énormément mes activités. Mais comme tu le sais, le métier d'artisan nécessitant de toute façon beaucoup aussi d'administratif et d'autres choses, j'ai pas de problème à jongler entre plein de choses. Ouais, tu te fais pas 10 heures tous les jours de feutrage. Jamais. Et c'est pour ça que je déteste qu'on me dise « Ah, ça t'a pris combien de temps ?» Ça m'a pris le temps qu'il faut. Voilà. C'est moins long, contrairement à ce qu'on pense, c'est moins long que de la broderie, tu vois, par exemple. Ouais. Et moins long qu'un tricot. Ouais. C'est sûr. Et puis le volume est important de ce que tu as produit, effectivement, la même chose à broder ou à tricoter, effectivement, serait nécessairement très très long. Voilà, pour la Nuit Blanche de Paris, là, début juin, je vais exposer une baleine que certains ont peut-être déjà vue. Voilà, un baleineau en laine de 3 mètres de long, ça prend du temps. Mais ça fait 1 an que j'ai travaillé plusieurs mois dessus. Ouais. Voilà. Et puis j'ai toujours des pièces en parallèle et des projets en parallèle. D'abord parce que je suis incapable j'ai quand même cette sensation que la vie est courte et que j'ai commencé à faire ce que j'avais vraiment envie de faire tard.
Ouais. Donc, j'ai toujours plusieurs fers au feu et toujours plusieurs projets en parallèle. Donc, j'ai toujours un projet Zaïchik en parallèle d'un projet sculpture, 2 ou 3 projets sculpture dans le meilleur des cas, etc. Je suis jamais mono-sujet, quoi. Ouais. Est-ce que c'est aussi lié à une pas une peur du vide, mais je te connais pas suffisamment pour porter un jugement, hein, donc c'est une vraie question ouverte que je me pose par rapport à les âmes créatives que nous sommes, où on a tendance à vouloir faire plein de choses, des fois quitte à faire trop aussi. Est-ce que j'ai jamais la sensation de faire trop. ouais. Par contre, alors, quand j'étais petite, j'ai un grand-père que j'adorais qui a eu un cancer pendant 18 ans. Et ça m'a ancré profondément en moi le sens de la fragilité de la vie et du fait que peut-être demain, je serai pas là. Et que vraiment, c'est ce que je répète à mes filles tous les jours. Je veux dire, tous les jours, ça doit être ton dernier jour, quoi. Enfin, tous les jours, tu dois te dire, waouh, c'était génial. J'ai vraiment fait un truc qui compte, quoi. Donc, je suis très fatiguée. Vraiment, c'est fatigant ma vie, et je sais que c'est fatigant pour ma sœur si elle écoute ce podcast. Elle a pas du tout le même biorhythme que moi et elle me trouve crevante. Et je sais que l'autre jour, elle m'a appelée, elle m'a fait je me suis fait une journée à la Elena. J'ai vécu 3 journées en une. Et moi, ça me donne l'impression de vivre 1000 fois. Et ça, pour moi, ça crée de l'adrénaline, ça crée des endorphines et ça me rend heureuse. C'est-à-dire que les journées vides et les week-ends à rien foutre, c'est pas pour moi, quoi. C'est sûr que j'ai pas Netflix, c'est sûr que je zone pas sur le canapé. Je me suis remise à lire, ça me manquait vachement. Moi, j'ai fait une classe prépa littéraire, donc voilà, la lecture c'est important pour moi et j'avais plus le temps. Et ça, je me suis dit, typiquement, ça va pas parce que ça me manque, et que ça nourrit la créativité aussi. Mais ouais, je challenge chaque journée, c'est-à-dire je veux subir aucun jour. Voilà. Chaque jour, vraiment, je me dis. Qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Qu'est-ce que je vais faire pour ma famille? Qu'est-ce que je vais faire pour moi? Et j'essaie de donner vachement aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, quoi. J'adore partager, j'adore apporter aux autres parce que, je sais pas, ça fait partie de moi et j'ai l'impression que c'est pas une journée gâchée ou foutue, quoi, quand je fais ça. Ouais. Voilà. Donc, je fais mon max pour ça. Ouais. Donc c'est ça qui m'a conduit à écrire des livres, c'est ça qui m'a conduit à accepter d'être prof chez Artesane. C'est vraiment le côté partage et le côté rendre ce que j'ai reçu, parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours d'autres êtres humains qui me l'ont confié, qui me l'ont appris, qui me l'ont partagé. Même si moi j'y amène ma patte, etc. Voilà, c'est des gens qui m'ont aidé à me confronter à mes peurs. Je me rappelle quand j'étais en Russie, je suis allée voir une prof de peinture et je lui ai dit écoute, j'ai la phobie des tubes de peinture. Je ne peux pas ouvrir un tube de peinture. Ça m'impressionne, j'ai l'impression que je vais tout gaspiller, je sais pas quoi en faire. Donc, je viens juste 3 fois, voilà. C'est juste pour me confronter à ça, voilà. Et puis aujourd'hui, je peins toujours. Moins en ce moment, mais voilà. Donc, je sais que plein de gens m'ont apporté plein de trucs et je leur en suis hyper reconnaissante. Ça a commencé par mes grands-mères qui m'ont montré parce qu'elles cousaient, etc. Mais c'était pas des pros du tout. Je suis bien meilleure que mes grands-mères aujourd'hui. mais elles faisaient parce qu'à l'époque il n'y avait pas le choix de toute façon. Ouais. Voilà. Et elles m'ont transmis plein de trucs. Alors après, il y a plein de choses que je sais pas du tout faire. Tu vois, j'ai pas du tout la main verte. Cuisiner, ça me gonfle. Voilà, il y a des trucs où je me suis dit bon, ça vraiment, j'ai pas forcé ma nature, j'ai pas essayé de cocher toutes les cases parce que c'est trop crevant et c'est pas pour moi. Mais quand je sens que je peux être bonne dans un sujet et que ça m'apporte, j'essaie de le faire à fond. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Et là, c'était rigolo que tu parles d'Artesane parce que c'est avec Anne-Sara dans l'épisode qui sort ce samedi. Super. On a évoqué ça, donc c'est rigolo. Et tu fais quoi pour te reposer? Parce que je travaille en fait. Ouais. Parce que je suis en train de me reposer. En fait, c'est ça qui me ressource. Moi, je dors aussi. Par contre, je suis une grosse dormeuse. Je peux pas m'enchaîner des nuits de 2 heures, ça c'est pas possible. Mais quand je dors pas, je travaille. En fait, c'est ce qui me rend heureuse. T'as pas besoin de rien faire, quoi.
tu ne veux pas. Non, non, ça m'angoisse. Je me rappelle, j'avais fait de la sophrologie quand j'étais enceinte de Luce, mon aîné. Putain, c'était affreux. J'étais en tachycardie. Là, vous relâchez les pieds, vous relâchez les mains, vous relâchez les jambes. Putain, j'étais là, non, là, c'est bon, moi, j'ai la vie est trop courte, j'ai autre chose à foutre. Non, non, le yoga, tout ça, c'est pas du tout pour moi, quoi. Ouais. Et Mais voilà, après, au début, j'avais même un rejet de ça, tu vois. Je me disais, mais ces gens, ils n'ont pas d'énergie vitale, c'est pas possible. Et en fait, j'en ai beaucoup discuté avec ma sœur, qui est beaucoup plus attentive à toutes ces pratiques. Et voilà, j'ai dit, il faut aussi que j'intègre dans mon acceptation des autres qu'on n'a pas tous les mêmes biorhythmes et qu'on a tous des besoins différents. Et je le vois avec mes enfants. J'ai des filles certaines sont beaucoup hyper énergiques, d'autres ont besoin de beaucoup plus de temps pour se mettre en mouvement, etc. Donc, tant que ça reste dans la limite du vivre ensemble acceptable, j'apprends à l'accepter aussi et à y voir des côtés positifs. Mais je sais que pour moi, c'est pas transférable. Autant je rêve de pouvoir aller m'enfermer, faire une retraite, m'enfermer dans une pièce pour avoir du temps pour penser. Ça me manque vachement, le temps pour penser. Aujourd'hui, je pense entre le moment où le réveil sonne, le moment où je me lève, le moment où je suis dans la voiture, mais j'ai peu de temps vraiment méditatif. Ça me manque. Ouais, mais là, j'ai pas besoin de l'associer à une pratique. Voilà. Oui, parce que là, typiquement, quand tu feutres, là, si tu pourrais penser au lieu d'écouter un podcast. Non, j'y arrive pas, pour le coup. Je suis pas en construction de quelque chose de mental en plus de ce que je fais avec mes mains. Ça, c'est trop. Et puis, parce que du coup, si tu penses, tu as besoin de prendre des notes, tu t'arrêtes toutes les 2 secondes. Non, ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est séparé. Mais en revanche, je peux me cultiver, quoi. Ça, c'est pas impossible. Voilà. Parce qu'on est assez passif quand même quand on écoute des cours ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et t'as combien de filles? 3. Et comment tu perçois qu'elles vont prendre, comment dire, je trouve pas la bonne formulation, mais qu'est-ce que je vais transmettre de ça? Ouais, qu'est-ce que tu aimerais que tes filles gardent de ta manière d'être? Faire ce pourquoi elles pensent qu'elles sont sur Terre. C'est-à-dire de ne pas avoir une existence qui sert à rien. Ça ne veut pas dire être célèbre, ça ne veut pas dire être riche, mais ça veut dire apporter quelque chose à d'autres. Voilà. Une vie auto-centrée, pour moi, c'est l'échec, vraiment. Voilà. Et c'est pour ça le partage aussi, tu parlais des livres ou de la transmission de ton savoir-faire avec Artesane. Ouais. Les challenges autour des maisons miniatures, des valises miniatures, c'est ça aussi, c'est cet important. C'est même que ça au départ, c'est-à-dire que même si j'ai fait HEC, etc., le côté business plan, sponsor, etc., vraiment, je ferais autre chose si je voulais rouler sur l'or, quoi. Donc, ça m'attriste en fait que ça doive être à la base de tous les projets pour qu'ils durent, même si j'en suis consciente, mais je suis très heureuse de pouvoir déléguer ça à d'autres, même si je comprends très bien comment ça marche. Je suis pas naïve, mais moi je veux libérer ma tête pour penser à d'autres choses et pour être vraiment créative. Je pense que si j'avais réfléchi à un business plan, le festival miniature il n'existerait pas. Parce que pendant 3 ans, ça n'a marché que sur l'amitié, ça n'a marché que sur l'enthousiasme, ça n'a marché que sur l'esprit qui était à la base des réseaux sociaux à l'origine, tu vois. À l'époque où sur Facebook, on se faisait des POC avec des copains, où on s'envoyait des dessins, où on était là vraiment juste pour le plaisir de partager. Et j'ai l'impression aujourd'hui, et pourquoi je le continue alors que vraiment j'ai peu de temps, ce festival miniature, et que j'ai l'impression que ça apporte aux gens justement ce retour à ce qu'étaient les réseaux sociaux du début, et le partage pour le partage, le fait de s'émerveiller de ce qu'en font les autres, et le fait de se rendre compte que en fait nos mains peuvent tout faire et qu'en fait on est libre. Voilà. Ce côté, le fait de travailler de ses mains, moi ça me rend libre. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une étagère, je peux aller l'acheter chez le Suédois, mais je peux aussi la faire. Et je suis pas que un consommateur. Ouais. Et ça, pour moi, et ayant en plus une formation d'école de commerce, c'est hyper important pour moi d'interroger le fait qu'on est quoi à part des consommateurs.
On est des parents, on est des humains, on est des gens qui souffrent, on est des gens qui ont besoin de partager. Voilà. J'essaie d'explorer toutes ces dimensions à fond. Génial. Voilà. Et le festival miniature, moi ce que j'ai trouvé super chouette à chaque fois, c'est comme tu disais, l'enthousiasme que ça arrive à générer et le fait que c'est un événement ouvert. Tu vois, ça pourrait paraître quelque chose de très contre-influent, etc. dans le DIY. Et la réalité, c'est que vous l'avez, ça a été le cas dès le départ, d'ouvrir à toute participation et d'avoir ce concours, mais finalement, c'est surtout une occasion de se faire plaisir plus qu'un concours en tant que tel. C'est ça, exactement. C'est ce que c'est l'esprit que je voulais à tout prix garder. C'est-à-dire que la première année, il n'y avait même pas de lot, en fait. Ouais. C'était partagé pour partager. C'était lancez-vous pour vous lancer. Et quand je vois qu'il y a des duos parents-enfants, grands-parents-enfants, quand je vois qu'il y a eu une dame de 95 ans qui a fait avec ses filles sa maison d'enfance, enfin tout ça, moi, ça me met les larmes aux yeux et je me dis, ouais, j'ai pas le temps de le faire, mais en vrai, je le fais pas pour rien quand même si ça remplit pas mon compte en banque, mais tu vois, c'est dans ces moments-là, je me dis, voilà, t'as pas servi à rien, même si c'est juste ça, c'est chouette. Ouais. Alors, et le côté ne plus avoir peur de faire avec ses mains, accepter de faire de la crotte, accepter de faire du moche, accepter d'apprendre. On a tous commencé par faire de la crotte, quoi. Voilà, ça, il faut pas croire. Le côté aussi, t'as le génie ou t'as le don, ça c'est bullshit, quoi. C'est comme à l'école, faut bosser. En vrai, on fait croire aux gens qu'ils ont besoin d'acheter pour exister et c'est pas du tout le cas. Et donc, j'espère que le festival miniature libère tous ces gens qui me disent je suis pas créatif. Ça, je crois que c'est la phrase qui m'attriste le plus. C'est pas vrai, t'es pas créatif. Ouais. T'as des envies comme tout le monde et t'as des mains comme tout le monde. Maintenant, t'as des peurs comme tout le monde aussi. Et il faut juste quelqu'un pour te donner la main. Voilà. C'est tout. Et mes livres, c'est pour ça, mon compte Insta, c'est pour ça aussi. Ah ouais. Alors le festival miniature, j'ai pas introduit le concept, mais le principe c'était à l'intérieur d'une valisette en carton, de reproduire ce qu'on veut. Donc le thème de cette année c'était la safe place, donc le fait de son cocon, de reproduire son cocon en version miniature. Alors je vais te lâcher un scoop. Le thème de l'an prochain, ce sera le cinéma. Ouais. De reproduire un moment de cinéma ou d'un film ou d'un dessin animé qu'on adore, ou un univers visuel. Mais oui, l'idée c'est toujours de trouver des thèmes qui soient fédérateurs, qui soient super libres, et de pas cadrer. On a gardé la valisette en carton parce que c'est un référentiel et que les gens du coup quand ils tombent sur les images, ils reconnaissent que c'est ça. Ouais. Mais sinon c'est un peu la seule contrainte qu'on a acceptée, quoi. Ok. Et donc ce projet a débouché sur un livre aussi qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. C'est sorti après la saison 1. On était 15 à l'époque. Voilà. Un livre qui s'appelle Ma maison miniature et qui reprend nos 15 projets, puisque à l'époque on était juste 15 et on n'avait pas vraiment imaginé l'ampleur que ça prendrait. Ouais. C'est un projet qui est né pendant le confinement, où justement à une époque où je me disais formidable le confinement aujourd'hui, alors que dans les années 80 ça aurait été super glauque. Aujourd'hui c'est formidable, on a les réseaux sociaux, on va pas être vraiment isolé. Et en fait, force a été de constater au bout de quelques semaines que pas du tout. Que l'algorithme était encore plus verrouillé, que la fonctionnalité de te mettre en contact avec des gens qui habitaient à proximité de chez toi, elle marchait pas, et que on te balançait que de la pub, quoi. Ouais. Et qu'on faisait bosser les livreurs comme des malades et comme des pauvres esclaves qui, eux, devaient sortir et attraper le virus. Enfin, c'était affreux. Et je me suis dit, mais on a tellement besoin d'une maison commune. Et ce mot, ce qui m'a lancé, c'est l'idée de maison commune. Je me suis dit, on va se faire une maison commune virtuelle pour montrer que sur Insta, il n'y a pas que de la vente, et il n'y a pas que de la rivalité entre créatrices. On a beau être des nanas, on n'est pas obligé de se crêper le chignon, et on peut partager une maison. Ça ne veut pas dire que ça arrive pas, c'est la vraie vie, mais on y arrive, quoi. Ouais.
on arrive à créer quelque chose sans se marcher sur les pieds, sans chacune dans sa différence, chacune avec sa technique, chacune avec ses envies. Voilà. Le truc le plus dur chaque année, c'est de faire le calendrier. Qui va poster quand? Ça, par contre, ça c'est chaud parce que tu as vu mon agenda et on a tous des agendas. On est toutes souvent mères de famille, etc. Donc voilà, on galère un peu. Mais sinon, voilà, c'est le moment difficile, on va dire. Ouais. Après, c'est vraiment que du bonheur et du temps. Ouais, le temps, c'est toujours aussi. Hein. Ouais. C'est beaucoup de temps d'organisation, mais voilà, j'ai fait des études pour ça. J'ai l'habitude de monter des projets collectifs. J'ai géré des équipes. Ce qui est amusant aussi, c'est que ça m'oblige à inventer une façon de driver un projet qui n'est pas financier, qui est vraiment dans le soft, quoi. Et de gérer un collectif qui n'a aucune forme juridique, qui est pas contraignant, voilà. Ouais. Ça m'oblige. Je trouve ça créatif en fait. J'y trouve aussi du plaisir parce que pour moi c'est un challenge à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau membre du jury que je connais parfois que par les réseaux sociaux, derrière je sais pas vraiment qui il y a, je sais pas si le jour J elle va pas me dire j'ai rien fait ou tu vois. Et ça moi ça me met en déséquilibre et j'adore être en déséquilibre. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui détestent ça. Mais moi, j'adore, voilà, j'aime pas m'ennuyer. Enfin, voilà, ouais. L'ennui, c'est. Enfin, j'adore m'ennuyer, mais je remplis très vite. Voilà. Oui, ça te laisse le champ, un champ d'éponge voilà. pendant quelques instants. Voilà. Ouais. Tout ce que je fais aujourd'hui sur Zaichik, tous les joujoux que j'ai créés, tout ça pour mes filles, c'est des trucs que j'imaginais quand j'étais gamine, quand je m'ennuyais. J'ai presque plus qu'à les fabriquer, parce que c'est des trucs que j'imaginais quand j'avais, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans. Ouais. Voilà. C'est juste que maintenant, j'ai le droit d'utiliser une scie sauteuse, quoi. Avant, en moyen. Puis, j'ai pas des parents bricoleurs du tout, quoi. Enfin, mon père, il s'est planté 3 clous et ma mère, elle aime pas ça du tout. Donc, voilà. Ils m'ont jamais empêché, mais j'étais pas outillée pour ni rien, quoi. Je suis pas d'une famille d'artisans ou même d'artistes, parce qu'aujourd'hui, donc, on se rencontre dans la rue, tu te présentes comment? Parce que du coup, tu vas te présenter juste en quelques mots. Comment tu fais? Je suis sculpteur plasticienne. Voilà. Nickel, droit au but. Ouais, j'ai pas de. Avant, j'osais pas. Je me disais, est-ce que t'es sculpteur? Est-ce que tu peux le dire? T'as pas fait les Beaux-Arts de Paris? T'as pas machin, etc. Déjà, je suis en train de passer un diplôme d'école de Beaux-Arts. Et non, oui, c'est vraiment ce que je suis. J'ai plus de. Maintenant, je fais partie d'un collectif qui a pignon sur rue, à Sèvres. J'ai ce bel atelier où tu me vois. Non, voilà, maintenant, c'est vraiment pro. Même si ça reste extrêmement gratifiant, c'est devenu professionnel, quoi. Et alors, je sais pas comment tourner ma phrase politiquement correcte, mais globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui paye tes factures? C'est le modèle économique. C'est qu'en fait, j'ai fait des résidences artistiques. Ouais. Voilà, et j'ai fait des gros projets de sculpture qui me payent un peu. Alors après, je suis pas du tout sur les salaires que je pouvais avoir avant. Je me verse pas de salaire, mais voilà, j'ai un petit peu d'argent d'avance, quoi. Ouais. Et je navigue à vue. C'est vrai que longtemps, j'ai cherché mon modèle économique. Je me suis dit, est-ce que je fais des miniatures, tu vois, en laine cardée, que je vends mais moi, j'admire les filles qui font ça. Produire toutes les semaines une nouvelle miniature, la mettre en vente. Quand je vois Laurence, minuscule rose, quand elle fait des batchs, qu'elle fabrique 15 petites souris, je suis incapable de m'astreindre à ça. Ouais. Incapable. Déjà parce que si tu me demandes de faire 2 fois la même chose, c'est pareil, la vie est trop courte en fait pour refaire. Ouais. En plus à des prix qui concurrencent les jouets chinois. Si j'ai passé 3 heures à faire une miniature que je vais vendre 30 € ou 25 €, enfin c'est pas. Non, c'est pas c'est pas viable en vrai. Donc je préfère donner gratuitement ce qui pour moi n'a pas de prix. Ou partager gratuitement ce qui pour moi n'a pas de prix. Tu vois, j'ai un compte Patreon, j'ai mis à 3 €, le minimum que le site autorisait, parce que voilà, je partage des tutos tous les mois sur ce compte et je suis super contente que des gens acceptent de me soutenir au prix d'un café à Paris, et encore le café à Paris maintenant c'est plus cher par mois. Et je trouve que c'est une façon pour eux de reconnaître la valeur de ce que je partage, mais sans la payer, tu vois. Ouais, je vois.
Voilà. J'aurais pas idée de demander au boulanger de me donner son pain gratuitement, mais je préfère voilà donner ce qui pour moi est au-delà d'un échange marchand. Et par contre, quand je fais une sculpture de 3 mètres de long pour une commande, voilà, c'est quelque chose qui a un prix, mais on ne parle pas du tout des mêmes montants, on parle pas du tout des mêmes factures, voilà. Ouais. Donc c'est finalement le business model qui moi me convient le mieux, même si du coup c'est méga stressant. Parce qu'au moment où je te parle, voilà, j'ai des sous pour 3-4 mois, 5 mois, après je ne sais pas. Ouais. Voilà. Et parce que donc tes clients, c'est quel type de structure? Qui, là par exemple, le poisson, qui le finance? Le poisson, c'est moi, parce qu'il va être exposé dans un centre d'art contemporain ou d'art de design qui est une asso. D'accord. Mais puis quand tu es artiste, d'abord tu fais et après tu te finances, tu vois. C'est pas comme un métier d'artisanat d'art où tu as des commandes. Ouais. Enfin, il faut toujours commencer par créer pour après voir quel écho ça rencontre et comment tu le finances. Voilà, c'est ça. Et puis aujourd'hui, je fais un poisson. Dans 6 mois, quelqu'un qui l'aura vu voudra un autre poisson. Tu vois, enfin voilà, Parce que tu parlais de commandes tout à l'heure, donc ça t'arrive quand même de travailler sur commande et de. Oui. Oui, bien sûr. Je prends des commandes, mais des commandes où j'ai une liberté créative, quoi. Mais donc plutôt pour des musées, des choses comme ça, Voilà, des musées, des particuliers, des institutions. D'accord. Voilà. Les trois types de clients qu'ont tous les artistes en vrai. Mais est-ce que je te pose des questions très innocemment aussi parce que je connais moins cette partie-là. Oui, mais je comprends. Mais c'est pas innocent du tout, hein, voilà. C'est juste que voilà, moi j'ai essayé sur Insta je me suis posé la question de développer une clientèle de particuliers, etc., de donner moi-même des cours en ligne, mais il fallait gérer les agendas, les annulations, etc. En fait, comme j'avais déjà l'âge que j'ai vite tourné la page des choses qui me convenaient pas. Et tu vois, je suis très amie avec Camille de 1001 étoiles. Elle a un compte, elle vend ses créas sur Etsy. Elle alimente régulièrement en fonction de ce que son agenda perso lui permet. Et elle fabrique à la commande. Voilà. Mais on en a parlé pendant des heures. Moi, c'est pas quelque chose qui me convient dans la durée. Mais je trouve que c'est un peu la différence entre entrepreneur et artiste. Dans quel sens? Dans le sens où tu faisais, par exemple, les créations de Camille ou de Miss Rose dont tu parlais tout à l'heure, parce que tu peux avoir donc des clients entreprises et particuliers, et donc si par exemple sur les créations que tu vas vendre aux particuliers, tu les produis, tu les mets en vente et elles vont être achetées. C'est le cycle classique si tu veux, et voilà, c'est le modèle d'une entreprise aussi, d'une entreprise commerciale classique, alors qu'effectivement l'artiste va être plus porté sur des projets. Alors, je veux pas aller sur le terrain de l'artiste qui est forcément précaire, qui est forcément, tu vois, moins dans une vie commerciale, mais il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Il y a pas le côté précaire, mais le côté plus artistique et moins commercial. Le débat entre artiste et artisan, il est jamais ou artisanat, il est intranchable, je pense. Pour moi, c'est un continuum et on a le curseur plus ou moins d'un côté, plus ou moins de l'autre. Mais il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Si tu me commandes 10 petits ours, je vais faire 10 petits ours. Voilà. Simplement, ça va pas être un truc régulier chez moi parce que ça me correspond pas. Et que quand tu te forces, de toute façon, ça marche pas. Mais j'adore les créations de Laurence et de Camille et je suis la première fan de ce qu'elles font et tout. Simplement, voilà, elles vont avoir une organisation de vie qui moi me correspond pas, me convient pas, que j'ai essayé et que j'ai décidé de faire évoluer. Mais donc c'est aussi un état d'esprit. Tu vois, moi je suis tu vois, je comprends parfaitement et je trouve hyper chouette ton état d'esprit, mais moi c'est pas le mien. C'est assez éloigné de qui je suis.
Et donc, je pourrais pas. C'est la conclusion à laquelle on arrive à chaque fois avec Camille. On dit, bah ouais, moi, ça me correspond pas, mais toi, ça te va mieux. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est pas source d'angoisse, de questionnement, de remise en question, de se dire, bah, je suis trop nulle, franchement, je pourrais vivre de ce que je fais, mais je le fais pas, je m'en donne pas les moyens. Mais en vrai, c'est parce que je veux pas. Voilà, il y a un moment, faut être honnête aussi avec ce qu'on fait, les choix qu'on fait, et il faut les assumer. Ça veut pas dire qu'un jour je déciderai pas de le faire, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le truc qui me donnait envie de. Voilà. Et de persister. En fait, voilà. J'ai du mal à persister. Alors, tu vas trouver ça bizarre pour quelqu'un qui peut passer 3 mois à feutrer une baleine, tu vois. Mais avoir un quotidien récurrent, mettre en ligne, produire, vendre, emballer, faire des colis, j'ai essayé. Franchement, pour moi, c'est impossible. Ouais. Voilà. Eh ben, je crois que c'est une bonne conclusion. Il faut essayer différentes choses et voir ce qui nous correspond. Et effectivement. Ouais. Et il faut avoir l'honnêteté de pas se dire c'est ce qui marche, donc c'est ce que je dois faire, et de se forcer. Ouais. Mais je te rejoins sur le côté. À un moment donné, moi j'ai 40. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire 43 ans alors que je les ai pas encore, mais disons que j'ai 42 ans. Moi je les ai. Et donc comme toi, de plus en plus je me dis non mais attends, c'est bon quoi, merde, et je veux faire ce que je veux maintenant quoi. Ouais. C'est ça. Bah oui, parce que la vie elle resserre pas 1000 fois les plats. Hein. Donc il y a un moment où il faut. C'est pas mal, c'est ton expression. Ouais, mais c'est une vraie sensation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une opportunité, moi je me demande est-ce que je la saisis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et si j'y vais pas, est-ce que je vais pas regretter. Voilà. J'essaie de maintenir l'illusion que demain sera toujours plus excitant, plus créatif, plus voilà. Et j'ai choisi un métier où j'ai quasi cette certitude, tu vois, que ça va pas ronronner. Que je vais pas prendre le même métro tous les matins, que je vais pas devoir dire bonjour aux mêmes collègues tous les matins, que je vais rencontrer des gens nouveaux aussi. Ça, je trouve ça hyper excitant de rencontrer des clients. Mais voilà, c'est quelque chose qui me correspond. J'ai pas du tout. Voilà, c'est ma philosophie de vie, si on peut dire, à moi, qui aujourd'hui me correspond. Mais ça m'a demandé un très long cheminement. Hein. Je pense que jamais à 30 ans j'aurais pu faire ça. J'étais pas du tout prête. J'y suis venue tout doucement, quoi. Ouais. Et finalement, tu vois, la conclusion, vraiment, c'est que c'est mes mains qui m'y ont guidée. C'est pas un truc réfléchi, c'est plus un truc ressenti. Voilà. Donc, si j'ai un message à dire aux gens qui écoutent le podcast et qui sont courageux, qui sont encore là, c'est vraiment laissez vos mains vous enseigner quelque chose. J'adore. Allez, on va se quitter là-dessus parce que c'est parfait. Super, j'espère que le bruit des aiguilles n'a pas trop dérangé. En tout cas, moi j'ai bien avancé, donc merci. Non, comme tu disais, ça nous a fait une petite un petit ASMR. Voilà, et tu vois, j'arrive à réfléchir en faisant ça, donc voilà. Ouais. Je pense que j'étais plus spontanée aussi que si j'avais été face caméra très posée. Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans ces coulisses. Alors là, on peut pas faire plus coulisses que là. Que ça. Ah non, ouais. Tu sais, c'est Montaigne qui disait mon esprit ne va que si mes jambes ne vont. Bah moi, c'est mon esprit ne va que si mes mains bossent. Ouais. Je nous souhaite à tous ça, parce que je pense que c'est un point commun qu'on a tous fatalement, toutes les personnes qui écoutent, d'aimer travailler de nos mains. Ouais. Et que ça soit pas méprisé, tu vois. Ouais. Et surtout, même si c'est méprisé encore par la société, nous-mêmes d'estimer ça autant qu'un travail qui te verse un salaire ou que remplir des tableurs Excel. Bon, moi j'aime bien Excel, mais t'as raison, c'est vachement plus rigolo de faire du DIY. Voilà, en tout cas c'est tout aussi respectable. Voilà. Ouais. Il y a ça aussi, il y a toutes les images et les représentations que la société nous impose. Ouais. Écoute, merci beaucoup Elena, c'était très chouette. Merci à toi Mélanie, c'était un super moment, je suis ravie. Ravie de rejoindre ton podcast que j'aime énormément et merci pour le temps que tu nous consacres. Avec grand plaisir. Merci énormément. Bonne fin de journée à toi. Pareil, à bientôt. Salut.
Me revoici. Je vous invite à découvrir le travail d'Elena sur son compte Elena Zaitchik sur Instagram. J'espère que cette écoute vous aura donné envie de poursuivre avec d'autres épisodes. J'ai plein de chouettes conversations en lien avec la laine, le travail du papier ou de la terre, l'aquarelle, la couture, la broderie, le tricot. On se retrouve également sur mon compte Instagram à moi, Podcast Fait Main, pour les coulisses du podcast et des conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Vous le savez sans doute si vous écoutez le podcast depuis un moment, ce fil rouge de l'entrepreneuriat créatif me passionne et il est aujourd'hui au cœur de mon activité professionnelle. Ces 5 années d'épisodes de Fait Main m'ont beaucoup enrichi et en les combinant à mon expérience de développement commercial et de marketing, expérience de 20 ans, ça ne me rajeunit pas, j'ai au fur et à mesure créé un accompagnement complet autour de ce sujet. Alors si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous avez besoin d'aide pour faire grandir votre entreprise créative, je peux vous aider. Si vous ne savez pas par où commencer, quel statut juridique choisir, comment être visible ou se démarquer, calculer vos prix, choisir vos canaux de vente, comment prioriser, ou si vous êtes plutôt en phase de développement et que vous voulez vous former pour maîtriser davantage toutes les subtilités du marketing et du développement commercial, mais aussi prendre un peu de recul, vous êtes au bon endroit. L'accompagnement que je propose s'organise autour du livre Mon entreprise créative, d'un cahier de réflexion, d'ateliers individuels ou en petits groupes et d'un programme audio de formation. Tous ces supports sont là pour vous guider sur ce chemin de l'entrepreneuriat créatif, sans fausses promesses, mais avec beaucoup de bienveillance et de partage. Pour découvrir le contenu détaillé de tout ça, je vous donne rendez-vous sur podcastfaitmain.fr. Et si vous voulez un accompagnement plus moyen terme, discutons-en. C'est aujourd'hui le gros de mon travail, de travailler au quotidien pour des marques créatives, soit en conseil, soit directement en réalisation d'actions. Je suis donc à votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.